Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 13, les meilleurs films de loup-garou. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Aujourd'hui, émission spéciale, ce soir, dans la pénombre, on était obligé pour cet épisode. Je crois même qu'on va peut-être éteindre la lumière si t'es chaud. Tu commences à me faire peur. Vous avez découvert l'invité avant même que je le présente. Pour ce spécial film de loup-garou, l'homme qu'on peut surnommer le lycanthrope algérien. Avec lui, on passe de Rocky au Wookie. Non, les Wookiees, c'est pas vraiment des... Ouais, c'est de la même famille. C'est la même famille, ça va. Ça a le poil long. En tout cas, voilà, je suis super content d'accueillir, vous l'avez entendu, mon frérot Redouane qui commence à être un habitué du Spectrum et il est ici chez lui. Bonsoir aux auditeurs, bonsoir à toi, merci encore une fois de l'invitation. Comme toi, les hurlements, j'ai été élevé par des hurlements. Et juste préciser que loup-garou, lycanthropie et algérien, c'est un euphémisme. donc voilà, logique que je sois là. Merci à toi. Bah écoute, on va commencer tout de suite. Donc, le loup-garou, pour recentrer un petit peu en termes historiques, donc c'est une figure mythique des contes et légendes. Donc, c'est apparu probablement au Moyen-Âge, en Europe. Des meutes de loups qui décimaient à cette époque-là le bétail. On s'est retrouvé rapidement avec ce qu'on appelait la peur du loup, le croque-mitaine par excellence, pour effrayer les enfants. Le loup-garou, c'est un monstre légendaire, au même titre que les vampires et les morts-vivants. Il a des capacités physiques hors normes, surnaturelles. Sa puissance est décuplée, sa vision également, son odorat. C'est mon personnage préféré dans la galerie en fait, de personnages, comme je disais, de créatures à la Frankenstein, de vampires, de zombies, de monstres, exactement. Donc on peut aussi souligner, toujours dans cette introduction, cet avant-propos, sa variante d'Amérique du Sud qu'on peut assimiler au Wendigo, dans le folklore nord-américain. Alors, sachant que le Wendigo, c'est plus souvent représenté comme mi-homme, mi-cerf. Mais on retrouve des similarités, notamment dans la transmission par morsure. Ce qu'on va traiter, c'est principalement des films d'horreur, comme moi j'aime bien dire d'épouvante. J'aime bien ce terme, en fait, on perd un petit peu. Je vais finir par une petite parenthèse dans les jeux vidéo, parce que voilà, ceux qui sont passionnés de rétro gaming ou ceux qui sont nés comme moi ceux qui sont nés dans les années 80-90, en tout cas génération X et Y, on a aussi connu à ce moment-là les premiers jeux qui mettaient en scène des loups-garous. Je pensais, on en parlait avec Redouane en off du grandiloquent et mythologique Altered Beast sur Mega Drive. La base, donc jeu d'arcade qui était distribué à l'époque par Sega. On avait aussi un jeu sur PS1, Nightmare Creatures. Alors, par contre, là, si vous le revoyez, c'est polygoné de fou. Il est vraiment très, très moche, le jeu. Par contre, chez Capcom, on s'était retrouvé avec un Street Fighter-like qui s'appelait Darkstalker, où on pouvait incarner un personnage de loup-garou. Et ça, ça n'a pas vieilli. C'est aussi très, très beau. Moi, je prenais plutôt Dimitri, le vampire, parce que c'était un peu le Ken ou le Ryu. Mais je me souviens de ce personnage de loup-garou. Il était vraiment super intéressant. Et beaucoup plus récemment, on a sur PS4 un jeu qui s'appelle Bloodborne. Je crois même qu'il combat, en fait, dans Bloodborne, en fait, on combat carrément des loups-garous, quoi. On va commencer notre sélection. Est-ce qu'on va être full spoiler ? Pas obligatoirement, parce qu'il y a quand même certains films, forcément, à mon avis, que les auditeurs n'auront pas forcément vu, donc on va pas rentrer dans le spoil. Toi, comme moi, on vient d'une époque où le mot spoiler n'existait pas. Ah, ça n'existe pas. Mais le mot divulgaché, ça n'existait pas à partir d'une certaine époque. Donc si on parle de films qui sont antérieurs à 2005, pour moi, je peux en parler librement. Mais on est chez toi, tes règles. T'as entendu ? J'ai entendu. Qu'est-ce que c'était ? Ça peut être un tas de choses. Ah oui ? Oui, un coyote. Il n'y a pas de coyote en Angleterre. Le chien des Baskerville. Because Bill. Heathcliff. Heathcliff ne hurlait pas. Ah non, mais il parcourait la lande. C'est la pleine lune. Faites attention à la pleine lune. Et restez sur la route. Le loup-garou de Londres, donc réalisé par John Landis, sorti en 1981. Alors, je vais vous faire à chaque fois les petits pitchs, comme ça pourra vous remettre un petit peu dans le film. Alors, deux jeunes Américains, David et Jack, effectuent un voyage en Europe
Alors qu'il se trouve au beau milieu de la campagne anglaise et malgré les avertissements des habitants de la région, il s'aventure dans la lande. Traqués par une créature assoiffée de sang, les 2 voyageurs vont voir leur vie basculer totalement. Donc, ce film-là, c'est un gros classique, Le Loup-garou de Londres. Je suis obligé, dès le départ, de citer une légende, Rick Baker, Maker SFX. Il remporte avec ce film le premier Oscar de la catégorie. Entre guillemets, il en a 7. Premier d'une longue lignée. Donc voilà, je pense que le mec, 7 Oscars à lui tout seul. Je sais même pas si ça existe dans d'autres catégories. James Cameron, voilà, uniquement. Mais sinon, tous les autres, les acteurs, les scénaristes, tout ce que tu veux, ça n'existe pas. Donc concrètement, Rick Baker, c'est le GOAT. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du Loup-garou de Londres ? C'est un sentiment de souvenir assez cruel parce que le film marche sur un ton qui flirte entre l'humour noir et la vraie frayeur. Parce que tu parlais en introduction de films d'épouvante. Et c'est intéressant parce que pour moi, les films d'épouvante, je les ai toujours distingués des films d'horreur parce que l'épouvante va t'amener au côté surnaturel dans le sens presque biblique, tu vois, c'est-à-dire le côté du diable, c'est-à-dire les possessions, etc. Et le loup-garou peut avoir plusieurs sens. Et effectivement, je le préfère comme toi quand ça vient justement du mal à l'état pur. Donc il y a plein d'allégories sur l'humain et sur le loup qu'on a en soi. Parce que tu parlais de la jeunesse des loups de ce côté de l'Europe, et puis en Amérique, ils ont aussi leur folklore, etc. Mais là où toutes ces légendes et contes se rejoignent, c'est qu'on a tous un loup en nous. Mais c'est vrai que j'ai tendance à aller et à pencher vers l'épouvante. Et ce film est un vrai film d'épouvante parce qu'il est épouvantable. C'est-à-dire que moi... je m'attendais pas à cette punchline. Moi, je suis gamin et je vois justement 2 potes en train de se balader, tu sais, des backpackers en train de se balader, transpire la rando, transpire le risque, Mais... La bromance. Ah, mais c'est une bromance qui va durer au-delà de la mort. Et moi, c'est ça qui me faisait flipper, tu vois. Parce que t'as quand même ce côté John Landis, c'est-à-dire humour noir, c'est-à-dire je viens rassurer mon spectateur que j'ai moi-même mis dans une position effrayante. Et ça a quelque chose de rassurant, mais quand t'es gamin, tu le vois pas, ça, forcément. Tu reconnais pas l'humour noir. Donc toi, tout ce qui est effrayant à tes yeux d'un gamin de 5 ans, tu le ressens comme ça, Bien tu sûr. vois. Et c'est épouvantable, mais c'est épouvantable dans le bon sens. Ce film, c'est une déchirure. Je crois que c'est récompensé à la hauteur pour une fois. Tu vois, moi, je suis pas friand des cérémonies des Oscars, mais quand j'entends ça, mais oui, parce que Rick Baker, il a une fulgurance, c'est-à-dire de nous transmettre la douleur pour la première fois, la douleur d'une transformation. Parce que c'est John Landis qui remet le loup-garou au centre pour moi. Tu sais, si on reprend historiquement la grande époque de la Universal et des Universal Monsters, donc le loup-garou, le vampire, Frankenstein, le mort-vivant, la momie, dans les années 20, c'était ce qui marchait le plus, tu vois. John Landis revient avec une version beaucoup plus réaliste, beaucoup plus contemporaine. C'est la première fois, je crois, qu'on voit une attaque de loup en pleine ville. Tu vois, Piccadilly Circus. Est-ce que c'est ton premier film de loup-garou, justement ? C'est pas mon premier film de loup-garou. Mon premier film de loup-garou, c'est Teen Wolf, qui est une comédie avec Michael J. Fox, tu vois. Et puis moi, à l'époque, Michael J. Fox, Retour vers le futur. Donc, première location, moi, je me rappelle de ce type-là, c'est Teen Wolf. Teen Wolf, je sais pas, je devais avoir 4 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Tu vois, ironiquement, c'est le loup-garou de Teen Wolf qui m'a emmené jusqu'au loup-garou de Thriller, qui a été fait par John Landis. La demande de Michael Jackson à John Landis, c'est « Je veux pas réellement un loup-garou, je veux un chat ». Et c'est vrai que ça ressemble plus à un chat. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Et c'est ce qu'a fait John Landis, parce que sa transformation dans son loup-garou de Londres, c'est pour moi la transformation, et encore à l'heure actuelle, malgré le numérique, malgré toutes ces choses-là, ce practical, il a jamais été égalé parce qu'il a posé la base à Hollywood. Rick Baker, c'est devenu le GOAT, comme tu l'as dit. On parlera même de ses boys plus tard dans cette émission-là. On parlera de ceux qu'il a quasiment engendrés, de ses padawans. Ah, des padawans très très dangereux. Si les padawans sont dangereux, le maître Sith et le maître Jedi est vraiment incroyable. Donc, ouais, le Loup-garou de Londres, c'est le vrai premier film sérieux sur les loups-garous que j'ai vu. Alors, me concernant, je trouve que le film est inégal. Donc voilà, je préviens tout de suite, je ne vais pas être dithyrambique. Il n'est pas question de remettre en cause, bien sûr, son statut de film classique des loups-garous, mais autant les 20 premières minutes, je suis vraiment hypé, je suis dans l'ambiance. Voilà, ces 2 badauds qui sont propulsés comme ça de nuit dans la lande anglaise face à l'hostilité des villageois. Je trouve que ça marche super bien. Autant ensuite, sans dévoiler trop, je ne suis pas du tout fan et j'accroche pas du tout sur les visites fantomatiques
de l'un des potes, quoi. Et je crois pas du tout non plus à l'espèce d'amourette qu'il y a entre le héros et son infirmière. Je trouve que c'est vraiment très scénarisé. Enfin voilà, je trouve pas ça vraisemblable. Et après, bien sûr, la transformation au jour d'aujourd'hui, elle est toujours inégalée et ça va être très compliqué de faire mieux. Alors c'est en CGI, ce sera impossible parce que là voilà, c'est que de l'organique, c'est que de l'animatronique, c'est que des effets pratiques et c'est un travail fabuleux. Enfin voilà, c'est toujours aussi bluffant même 40 ans plus tard. Mais voilà, et il y a aussi également cet humour un peu british. En fait, je suis pas non plus trop friand, je suis pas très client de ce type d'humour, notamment dans la salle de cinéma. C'est pour ça quand je te dis il y a vraiment les récurrences, les hallucinations fantomatiques comme ça, voilà, moi ça me fait sortir du film. Et notamment, je trouve que la fin aussi, elle est un peu trop rushée à mon goût. Je trouve qu'elle est vraiment expéditive. Mais voilà, sinon, ça reste un bon film. Mais pour moi, je trouve qu'il est quand même assez surcoté. C'est dur d'entendre ça, mais je le comprends totalement. Mais pour moi, tu vois, ça rentre en dichotomie avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand même Landis qui ramène le loup-garou au cinéma dans le devant de la scène. Parce que jusqu'à là, c'était devenu ringard, en fait. Malgré ses prises de risque, je pense que ça a payé. Parce que comme tu le dis, les idées sont là, le practical est là, c'est quand même un très bon metteur en scène, John Landis. Et puis ce côté facilité, ça, juste pour moi, c'est les Américains qui se regardent à l'étranger, en fait. C'est-à-dire que Landis, il ramène des personnages américains à Londres. Et donc, pour les Anglais, les Américains, donc forcément, le love interest, l'attention est portée sur eux. Voilà, déjà, la prise de risque, c'est d'avoir été situé ça en Europe. Ça reste quand même un film qui marque son époque. C'est le début des années 80, tu vois. Et puis, on arrive bientôt dans les années SIDA, etc. Donc, le mal transmissible comme ça, tu peux pas t'empêcher de faire des ponts, quoi, tu vois, de faire des parallèles. Les visites de l'au-delà, etc. Ça vient calmer le jeune spectateur qui, à côté de ça, se mange des images terribles, hein, que ce soit les déchirures. Je crois que la fin, sans trop en dire, il y a un passage dans un cinéma porno, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même le loup remis en ville. C'est le loup des villes. Parce que La Land, au début du film, nous montre bien avec cette population qui n'a pas l'habitude de voir des touristes, qui n'ont pas l'habitude de voir des gens s'approcher. Ça reste quand même le folklore de... Tu sais, venez pas chez nous, restez en ville. Chez nous, c'est dangereux. La campagne, on la préserve. Et surtout, ne venez pas nous envahir. Et à contrario, quand le loup va dans la ville, bah, il est désorienté. Les feux, les lumières, le bruit, les klaxons sont en train de le rendre dingue. Tu vois, c'est vraiment le côté ville, c'est le côté urbain. Et je trouve ça intéressant. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, il y a un peu trop d'humour noir. Mais ça reste quand même un bon équilibre. J'ai pas le souvenir en tout cas, je ne connais pas, là, tout de suite, je pourrais pas te citer un autre film qui possède ce truc, qui peut autant te faire peur que te faire rire, en fait. Et je trouve que c'est en ça que Landis a brillé. Alors, quelques anecdotes pour finir sur ce film. Chaque musique de la BO contient le mot lune, moon en anglais. Et figure-toi que, à la base, le duo devait être interprété par un autre duo légendaire, à savoir celui du film Les Blues Brothers, interprété par John Belushi et Dan Aykroyd. Les acteurs fétiches de Landis, quoi. Ouais. Alors, côté budget, le film a coûté 10 millions de dollars. Il en a rapporté 31. Un succès. On va passer maintenant au second film de la sélection, sorti également en 1981. D'ailleurs, il y en a 3 dans la sélection. À croire que cette année-là, toutes les nuits, c'était la pleine lune. Quand je te dis que Landis a posé des bases, c'est pas pour rien. C'est pas le seul. Mais effectivement, cette année-là, c'est fourni et c'est riche. Je ne sais pas d'où ils viennent, ce qui m'est arrivé. Cela dit, je pense qu'après un séjour de 2 semaines à la colonie, vous serez guéri. Et t'es là ce matin? Chris, regarde la porte. Bill a été mordu par un loup hier soir. Quiconque est mordu par un loup-garou et survit se transformera en loup-garou lui-même. Hurlement de Joe Dante, le papa des Gremlins. Donc le film est adapté d'un roman. Pour vous faire encore le pitch, donc c'est agressée alors qu'elle enquêtait sur une série de meurtres. La journaliste Karen White suit une convalescence dans une communauté qui s'avère exclusivement constituée de loups-garous. Et pour ce film, au niveau des VFX, SFX, donc le chef de poste chargé donc du maquillage, ce sera un certain Rob Bottin, seulement 22 ans, jeune padawan mais futur senior Sith.
qu'on retrouvera ensuite sur les effets spéciaux de films comme Total Recall ou bien Robocop. J'ose même pas parler de The Thing. D'ailleurs, j'ai vu sa tête, il ressemble à un loup-garou, pour de vrai. C'est un truc il a des cheveux longs, il a une tête franchement incroyable. Et atteint de lycanthropie aiguë. Donc quand il débarque sur le film Hurlement pour remplacer en urgence son maître Jedi, Rick Baker. Si l'un est le maître, l'élève va quasiment arriver à l'échelle du maître, parce qu'il y a un détail entre les deux films qui sont sortis la même année. Il y a surtout que Rick Baker devait travailler sur Hurlement. Et c'est ça. Et qu'il a envoyé son padawan, et que le padawan, là où pour moi, pas il a plus de mérite, mais quasiment autant, c'est qu'il y a 9 millions de dollars entre les deux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc le résultat se voit à l'écran, mais quand même, 9 millions de dollars, ça fait une énorme différence, surtout à l'époque, parce que c'est pas les 9 millions de dollars d'aujourd'hui, il y a l'inflation, etc. Le premier film était un budget de 10 millions de dollars, et Hurlement, c'est 1 million de dollars. Tourné en seulement 28 jours. Voilà, donc c'est là où je trouve que la performance est incroyable, même si Baker, il avait toujours un œil sur les deux productions, mais les deux productions étaient quand même en parallèle. Donc c'est là où je trouve que le travail final est quand même exemplaire, quoi. Époustouflant pour un si petit budget, c'est clair. Parce que ça, 1,5 million, c'est le budget total du film, donc on sait même Il y pas... a la publicité inclus. Voilà, le budget octroyé en fait au maquillage, ça on ne sait pas, mais c'est clair que ça doit être par rapport à ce dont pouvait bénéficier Rick Baker sur le Loup-garou de Londres. C'est clair que c'est incomparable. Disons que les moyens étaient à la hauteur de l'inventivité du gars. Qu'est-ce que tu penses de Hurlement, qui est aussi un gros classique, hein. C'est constamment cité parmi les meilleurs films de loup-garou. Pour moi, les deux se ressemblent quelque part, parce que tu as décidé de ne pas spoiler ce que je peux comprendre, même si tu en as un peu dit pas mal là quand même sur l'intrigue. Oui, mais je reste flou. Tu restes flou, tu as raison, mais là où les films vont se ressembler, ça sera dans la conclusion, tu sais. Et puis ce côté ville, mais là par contre on prend le côté réversible, c'est-à-dire que ça commence en ville et ça se termine à la campagne. Par contre, les révélations finales, ou du moins la manière dont les deux films se terminent, pour moi, j'y vois une cohérence. Là, je peux pas la dire parce que sinon, ça gâcherait un petit peu. Non, mais tu peux rentrer sur la thématique. La thématique, ce serait la révélation au monde du mal intérieur, du mal qui existe. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où tout commence à devenir médiatisé, même les guerres, tu vois. Ça, on sortait de la guerre du Vietnam où ça a été la première guerre quasiment médiatisée instantanée. Ça sera la guerre du Golfe quelques années plus tard. Mais là, on est vraiment dans cette espèce de surmédiatisation de tout. Et les deux films ont, pour moi, vu les deux réals et vu le regard qu'ont ces deux réals sur l'Amérique, ils ont une espèce de tendance à vouloir révéler le mauvais côté des États-Unis, dans le sens où le mal rôde partout. Voilà. Moi, je trouve que le film est génial. C'est-à-dire que tu sens quand même la différence de budget. C'est pas les mêmes acteurs, c'est pas la même direction d'acteurs, c'est pas pareil. On est vraiment sur deux tons différents tout le long du film. Là où Dante a aussi en général un côté humour noir, un côté grinçant, un côté cynique. Et là, on le retrouve pas du tout. C'est ce que et là, pour le coup, non. Là, il est calme. Très premier degré, c'est vraiment un film d'épouvante à part entière. Hein. Là, c'est pas la révélation, par contre. Il met tout dans la révélation finale. Le final de ce film prend, on va dire, l'atmosphère globale du film de Landis. Et c'est en ça que je trouve que ça peut se rejoindre. Mais sinon, oui, on est sur vraiment deux films différents. Et puis, le deuxième, donc Hurlement, ça se passe quasiment à Los Angeles, à Hollywood. Tu vois, bon, pour des questions, j'imagine, de budget. Mais c'est surtout symbolique. Tu vois, surtout la communauté dans laquelle elle fait son enquête. Ah ouais, c'est une drôle de colonie de vacances. Hein. On n'en dit pas trop, mais c'est pas le camping des flots bleus, quoi. Alors justement, pour en revenir aussi à l'esthétique du film, donc la lumière, elle est signée John Hora, qui sera aussi le directeur photo de Gremlins 1 et 2. C'est une lumière très contrastée, vraiment à la Argento. On a beaucoup de rouge, de mauve, de rose. C'est vraiment une image très, très, très marquée, très contrastée. Très ambiance, je trouve, giallo, quoi, personnellement. Et on retrouve cette atmosphère très sombre et opaque lors des transformations. Je pense qu'à la base, c'était pour cacher les imperfections. Mais d'un autre côté, ça ajoute encore plus de frayeur puisqu'on voit uniquement des gros plans des transformations, des monstres. Et du coup, ça ajoute un peu ce côté anxiogène, fantasmagorique, effrayant du fait que la bête est tout le temps cachée ou dissimulée dans la pénombre. Et surtout peut être n'importe qui dans le contexte du film.
Exactement. C'est pour bien brouiller le spectateur, et c'est comme chaque fois quand ça part d'une trouvaille, peut-être par manque de budget comme on vient de le dire, et ben c'est souvent là qu'on arrive à des fulgurances. Côté musique, elle contribue énormément à cette atmosphère oppressante, de ce côté vraiment très horrifique, incarné, ou comme tu dis aussi de tension, anxiogène. Menace planante. Exactement. Savoir que le compositeur, c'est Pino Donaggio, qui est également un compositeur pas attitré, mais en tout cas, il a pas mal travaillé avec De Palma, notamment sur le film Carrie et Pulsion. Au niveau de la distribution artistique, on peut parler de l'actrice principale, donc, qui est incarnée par Dee Wallace, qu'on retrouve. Donc, c'est l'actrice principale aussi dans Cujo. On avait parlé en fait lors de l'épisode concernant les meilleurs films de Stephen King, en tout cas les meilleures adaptations de Stephen King au cinéma. J'avais aussi envie de parler furtivement d'une actrice qui fait partie de cette fameuse colonie et qui a choqué plus d'un homme, c'est Elizabeth Brooks, a.k.a. Marsha Quist. Non, mais elle a vraiment un visage de louve, c'est incroyable. Elle est sublime, elle est envoûtante. Et je me rappelle d'une punchline qui est incroyable, c'est justement quand le mari donc de Dee Wallace, qui cherche sa femme et qui lui dit « Je cherche ma femme », elle lui répond sèchement « Pourquoi ?» C'est vraiment une invitation. Après, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe, mais on reste encore une fois dans une atmosphère vraiment envoûtante, anxiogène, et voilà, c'est très palpable. Tout se passe dans cette colonie de vacances. D'ailleurs, le docteur... Tu dis colonie de vacances, mais c'est pour brouiller, hein, c'est pas exactement ça. Ah ouais, faut pas trop en dire, mais parce que les gens vont s'imaginer peut-être un teenager movie, tu vois. Ah, pas du tout, non. Ah non, c'est pas un camp de vacances, hein, c'est pas Crystal Lake. Hein. On va dire, quoi que ça se rapproche plus de Crystal Lake quand même, hein, mais le côté Crystal Lake fréquenté par Jason. Non, c'est vraiment, on va dire, une communauté de repos, on peut le dire comme ça. Mais, un repos... Mais juste pour revenir sur le casting, parce que moi, il faut que je parle de ce bibliothécaire. Il y a l'acteur qui joue dans Chapeau melon et bottes de cuir, mais je me souviens plus de son prénom. Alors, je ne l'ai plus non plus. Moi, je voulais te parler de Dick Miller. Est-ce que tu sais qui est Dick Miller ? Non. Alors, Dick Miller, c'est l'acteur fétiche de Joe Dante. Tu le retrouves dans tous ses films. Ok. Lui, il est intéressant parce que lui, il est dans tous les films de Joe Dante. Et le fait de le retrouver là-dedans, moi, je parle en tant que spectateur qui s'identifie au film de Dante. Il a pour fonction rassurante. Tu vois, c'est pas le film qui m'a le plus effrayé. D'ailleurs, je l'ai découvert tard, Hurlement, beaucoup plus tard que Le Loup-garou de Londres. Mais quand tu retrouves ce genre de tête, et surtout, ça va être le personnage qui va t'introduire dans le monde mystique des loups-garous, parce que c'est chez lui qu'on va s'informer, c'est lui qui va nous donner les clés, c'est lui qui va donner les clés à la protagoniste, c'est lui qui, en quelque sorte, va nous diriger vers la suite du scénario. C'est important pour moi de citer Dick Miller, parce que même dans Gremlins, c'est pas le personnage le plus important, mais à chaque fois, Joe Dante va lui donner les clés. C'est lui qui nous parle en premier des Gremlins dans Gremlins, qui nous disait que pendant la guerre, c'était ces petits trucs qui venaient faire dérailler les moyens de communication, et on appelait ça des Gremlins. Et lui, il est intéressant parce qu'il est toujours central. Et c'est un visage chaleureux. Voilà, tu parlais de visage, il fallait que je parle de Dick Miller. Donc mais maintenant, je vois très bien qui c'est. Voilà, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il fait partie de ces acteurs, comme je dis avec mes potes, tu les connais, mais tu les connais pas. Les seconds couteaux de légende. Tu les connais, enfin leur visage, et tu les connais parfaitement, mais tu serais incapable de donner leur nom. Je vais pas être hypocrite, hein, j'ai regardé sur Wikipédia. Ouais, voilà, mais voilà, maintenant je vois très bien qui c'est. Il y a d'ailleurs Roger Corman qui fait un caméo dans une cabine téléphonique à un moment donné. Roger Corman qui fait un caméo dans un film à bas budget dans la débrouille, c'est signé. C'est le maître qui valide, quoi. Exactement. On rappelle le budget du film, 1,5 million, tourné donc, comme je l'ai dit, en 28 jours seulement, ce qui est vraiment ridicule. Et il en a rapporté 18 millions, donc c'est vraiment plus qu'un succès d'estime. Ouais. Le film a été restauré récemment là, en 4K. D'accord, je savais pas. On passe au prochain film. Ce ne sont pas des loups qui tuent, c'est Wolfen. Pendant 20 000 ans, Wilson, c'est-à-dire 10 fois votre ère chrétienne, Indiens et loups ont vécu en paix, 2 grandes nations de chasseurs dans un équilibre naturel. Et puis ça a été le massacre. Les plus intelligents ont pris le maquis dans un nouveau désert, vos cités. Dans les taudis et les bidonvilles qui sont les cimetières de votre sale espèce. Ces grands chasseurs, vous en avez fait vos éboueurs. Vous laissez pour compte les malheureux dont on ne veut plus,
Voilà ce qui a dû leur servir de viande. 1981 toujours. Là, on passe à Wolfen. Michael Waldig à la réalisation. Donc, c'est un film qui est adapté d'un roman. Et là, ce qui tranche un petit peu, c'est que là, on n'est pas sur un film d'épouvante, on est plutôt sur un thriller fantastique, un polar, primé au Festival d'Arvoriaz en 82. Alors là, pareil, l'histoire, c'est au cœur de New York. Un homme d'affaires et son épouse sont retrouvés sauvagement assassinés. Il manque aussi le garde du corps, ils ne le disent pas là dans le petit synopsis. Mais cette affaire s'apparente à d'autres meurtres similaires signalés à travers tout le pays. En charge de l'affaire, l'inspecteur Dewey retrouve des poils d'animaux sur chacun des corps et pense avoir affaire à un loup. Donc là, on est sur un budget de 17 millions, mais le film en a rapporté que 10. Est-ce que c'est un film qui n'a malheureusement pas été apprécié, ou en tout cas compris à sa juste valeur? Quel est ton ressenti sur Wolfen, grand classique parmi les critiques de cinéma cachés, où voilà, les connaisseurs aiment bien le citer, c'est un peu la pépite méconnue, oubliée. Toi, quelle est ta critique là-dessus, en tout cas ton avis? J'ai envie de te dire, tant mieux. C'est triste ce que je vais dire, mais tant mieux quelque part que ce film n'ait pas été une révélation au grand public. Et je vais m'expliquer pourquoi. Tant mieux et tant pis, parce que ça a inspiré de grands réals qui, par la suite, nous ont fait des bonnes propositions. Et là, je parle d'idées de mise en scène. Tu vois, je parle pas forcément de l'adaptation ou de l'histoire en soi. Je parle vraiment dans la mise en scène. Par contre, ça peut s'expliquer, ce flop. Tu vois, j'étais pas contemporain en 81, mais ça peut un peu s'expliquer. Tu me parles d'un budget d'un million, de 14 millions. 17 millions. 17 millions, pardon. C'est colossal. Surtout qu'il n'y a pas énormément de têtes d'affiche. Tu vois, c'est pas un film à tête d'affiche. L'acteur principal était connu, mais c'est pas non plus des têtes d'affiche. Je sais pas si le budget, une partie, a été allouée pour la publicité, mais franchement, vu la thématique du film, j'ai du mal à imaginer que ça a bénéficié d'une grosse promotion. Tu vois, là où les films de Landi ou Dante a bénéficié quasiment d'un bouche à oreille, quoi. Tu vois, les films parlaient d'eux-mêmes. La transformation du Loup-garou de Londres, les gens allaient en salle pour ça. J'ai vu des reportages où ils ne parlaient que de ça, tu vois. Là, Wolfen, ouais, pourquoi moi ça m'intéresse plus? Parce que là, on touche à quelque chose de symbolique, c'est-à-dire les autochtones. Les premiers habitants de l'Amérique, donc les Indiens, et leur totem, le folklore. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un animal totem chez les Amérindiens. C'est leur représentation de leur être intérieur animal, en fait. Et c'est comme ça que le film est construit, sur une espèce d'aura de souvenirs, fantôme du passé, qui a du mal à trouver sa place en 80. Et c'est en ça que c'est intéressant, ça plus la musique. Je suis obligé de citer James Horner. Autant sur le film précédent qui était Hurlement, tu parlais de la musique, mais j'ai eu du mal à me la remémorer. C'est qu'elle ne m'a pas spécialement marqué. Peut-être parce que Hurlement, c'est une découverte un peu tardive, tu vois, c'est un peu plus tard. Mais en tout cas, Wolfen, tu sais, James Horner, il a pas 1000 compositions différentes, mais tu sens la patte de James Horner, c'est-à-dire 2 petites notes. La patte. Et ça, honnêtement... oh mince, j'ai eu du mal, mais oui, effectivement, la patte poilue même. La patte et les griffes, tu vois. Il est fort. Donc, très, très fort. Musique qui vient vraiment accompagner une atmosphère mystique, là, pour le coup. Accompagné par le mouvement du Steadicammer. Alors, le Steadicammer, on le connaît très bien. Voilà, on a beaucoup parlé de Rocky au sein du Spectrum, logique. Garrett Brown. De retrouver ce Steadicammer, plus les idées de mise en scène de Michael Waldig par rapport à cette vision qu'on a du loup. Parce que c'est pas évident de parler d'un film de loup en ville, par rapport à toutes ces lumières. C'est pas son élément naturel. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à John Landis. On est loin des loups des steppes, justement, des premiers habitants, des autochtones, où tout n'était que forêt, etc. Aujourd'hui, c'est la jungle urbaine. Le film est totalement situé dans cette jungle urbaine. On voit des quartiers pauvres, on voit des quartiers défavorisé, c'est la misère. C'est le Bronx qui est en ruine, il est délabré, c'est un film poisseux, c'est un New York des années 80 sale. C'est le New York dangereux en fait, que la moitié des gens ne s'imaginent pas, mais le New York les années 80, c'est dangereux avant que le maire Giuliani fasse le nettoyage dans Central Park. Donc c'est important de recontextualiser ça parce que c'est un film qui parle de la société de l'époque, hein, tout simplement, hein, et puis de cet héritage. Tu parlais du folklore et tu parlais surtout de l'adaptation. Le vrai livre s'appelle Wolfen, Dieu ou Diable. Mm-hmm. Tu vois, donc ça part vraiment dans ce côté onirique, symbolique, et c'est ce qui fait que Wolfen est un petit film intimiste. Bon, pas trop, hein, parce que à 17 millions de dollars, en général, pour l'époque, c'était quand même des films à gros budget.
Mais le fait est qu'il n'ait pas bénéficié de cette exposition, du fait est que les gens ont peut-être pas compris la proposition à l'époque. Ça reste un film de niche. Je pense qu'il faudrait et qu'il mérite à être redécouvert. Quand je te parlais d'avancées techniques, je peux pas ne pas parler de McTiernan. Bien sûr. On est obligé de parler de cette vision et le champ de vision thermique. Voilà, de ce champ de vision thermique, de ce point de vue subjectif. Qui a influencé... Qui a forcément influencé McTiernan. Predator. On est quoi, 4 ans avant, 5 ans avant. Donc forcément, tu peux pas t'empêcher d'y penser. Et il y a comme ça des films qui sont des films de niche. Et c'est bizarre parce que c'est souvent des films cités par des réalisateurs. Tu vois, c'est pas le genre de film qu'on a pu se passer en cassette à l'époque comme le film de Landis, tu vois. C'est pas le loup-garou de Londres. C'est à proprement parler même pas des vrais loups-garous parce que c'est pas la lycanthropie. C'est vraiment le symbole du loup intérieur. Et ne serait-ce que pour le message, aujourd'hui on parle beaucoup d'inclusion, on parle beaucoup d'héritage, etc. Ne serait-ce que pour ça, Wolfen, il faut le découvrir parce que c'est une partie de l'histoire américaine qui se dévoile et j'aime quand il y a des réalisateurs qui prennent des risques comme ça, tu vois. Sans vraiment complètement dévoiler l'intrigue, mais c'est sûr qu'on a un sous-texte très intéressant, très adulte. C'est pour ça que ce film, comme tu dis, plaît plutôt à une certaine catégorie en fait, de spectateurs et beaucoup plus les cinéphiles, parce qu'on a aussi ce rapport entre la technologie et tout ce qu'elle peut amener comme barbarie, comme déséquilibre de l'écosystème, par rapport notamment à ces promoteurs immobiliers véreux qui vont justement détruire l'endroit même où se cache justement le ou les Wolfen. Et tout ça, en fait, c'est mis en évidence par les plans très larges. Aériens, mais voilà, on voit que c'est vraiment l'utilisation de focales très courtes pour justement mettre en avant cette architecture qui est très très présente, donc déjà à New York depuis le 18e siècle, mais on a vraiment des plans très larges pour justement mettre en image cette invasion du béton. On est asphyxié par ces tours, les ponts qui sont en hauteur, les buildings. Et c'est toute cette architecture qui vient contrebalancer la vie, entre guillemets, des Indiens, qui est la chasse et des cultivateurs également. Et du coup, je pense que ça met vraiment en évidence, en fait, comment la colonisation par la technologie, comme un caractère, en fait, dévastateur pour la nature et pour ses occupants, puisqu'à un moment donné, justement, dans ce bar des Amérindiens Navajo, il est indiqué que, voilà, avant que vous veniez, on était en équilibre avec la nature, on était en équilibre avec les animaux, et c'est justement la venue des colons qui a fait en sorte que les Wolfen, ils sont pas contents, là. Ils sont pas contents, et surtout, ils sont toujours là, en fait. Et c'est gore, hein. Il y a des décapitations, il y a des... Si on parle du côté horreur, non, le film se pose là. C'est Comme sérieux, tu l'as dit, hein. c'est un polar, on suit tout le film. Ah, mais c'est cru, hein. On suit toute l'histoire à partir des yeux de l'enquêteur. Faut pas être vegan, hein. Non, faut pas être vegan, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, le parallèle que tu fais avec le peuple amérindien ou avec les loups, bah, il est pareil, c'est-à-dire que on est en 80-81, donc 100 ans plus tard, autant les loups que les Amérindiens sont quasiment parqués dans des communautés ou dans des réserves, en fait, tu vois. Et c'est un peu l'héritage de l'Amérique qui revient toquer et dire votre jungle urbaine, donc ce monde bétonné, vous nous l'avez enlevé, vous nous avez privé de cette cohésion avec la nature, mais la nature restera et demeurera quoi qu'il arrive. Et s'il faut passer par le sang et la violence, c'est comme ça qu'on fera, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Et c'est pas une revendication de barbarie, non, c'est juste un juste équilibre et un juste retour des choses quant à la privation de cette nature qui était tant importante pour ce peuple. C'est là où le film s'inscrit et c'est là où je dis en fait que sa thématique, elle est très actuelle, 40 ans plus tard. C'est un film qui s'inscrit, voilà, en plus de son côté, comme on a dit, très, très poisseux, très délabré. C'est très intéressant de découvrir un New York comme ça, qui est vraiment un New York différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui, notamment là, dans le dernier Scream. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est pas les mêmes villes. Mais moi, j'ai quand même aussi quelques réserves sur le film. J'ai un peu de mal avec l'acteur principal. S'ils avaient pu avoir Al Pacino dans Serpico, je pense que le film, ça aurait été vraiment une surdinguerie, en fait. Parce que j'aurais trop bien vu le côté torturé, le côté, enquêteur un peu qui doute de lui, qui va à l'encontre, justement, à la rencontre des Amérindiens qui sont ouvriers, parce qu'on est aussi dans une lutte de classe.
On est contre les promoteurs immobiliers richissimes. Et c'est là tout l'ironie dramatique. C'est-à-dire que qui sont les personnes qui travaillent dans les infrastructures ? Ce sont justement ces héritiers en fait, d'Amérindiens. Ce sont les descendants d'Amérindiens qui construisent les ponts, qui construisent les bâtiments, alors qu'eux-mêmes, en fait, en leur fort intérieur, ils sont contre ce qu'ils font. Donc, en fait, ils sont aussi eux-mêmes dans une dissonance cognitive. Et c'est ça toute l'ironie, en fait. Nous sommes arrivés, nous avons pris la Terre et on va se servir de vous pour construire ça. Bon, après, la légende disait qu'ils étaient engagés parce que les Amérindiens n'auraient pas de vertige. Comme le climax se finit sur la Terre, qu'on parle de la Terre, une Terre volée, une Terre prise, une Terre jamais rendue, c'est intéressant de voir tous les plans qui se passent en hauteur. Pour voir ne serait-ce que, tu sais, toute cette ville, en fait. Tout le panorama, ouais. Tout le panorama, toute la skyline de New York. Et pour y avoir été, je peux te dire que c'est quand même impressionnant. Franchement, même avec des yeux d'un gamin de 20 ans qui avait pu être impressionné. Non, franchement, c'est impressionnant. C'est des montagnes de béton à perte de vue, en fait, tu vois. Et le parti pris du réal de nous montrer cette hauteur, de filmer depuis les ponts, tu l'as dit, les ponts sont quasiment les premiers plans filmés en point de vue subjectif. C'est bien pour nous montrer la passerelle et le pont qu'il y a entre ces époques-là, entre ces peuples-là et entre cette société-là qui était totalement en train de changer. New York en 80, je peux te dire que la plupart des gens le voyaient comme un déclin. Hein. C'était une catastrophe. New York, c'est quand même ce qui a inspiré les pires comics en termes de criminalité. Tu vois, Gotham, ça a toujours été New York, en fait, tu vois. Bien ce sûr. qui a fait à Une pousser ville sombre. les villes sombres, les métropoles. New York 99. Tu regardes Carpenter. Carpenter, il avait déjà Ça prévu. s'est tourné dans les années 80 et c'était... T'as vu le pessimisme ? Il en fait une prison à ciel ouvert. Ah ouais, c'est une dystopie, ouais. Et c'est pour ça que ce film se pose quand même comme quelque chose de novateur et peut-être pas compris à l'époque, en vrai, tu vois. Peut-être un peu trop en avance sur son temps. Et je voudrais juste finir par deux choses. Déjà, l'interprétation d'Edward Wizard Olmos, qu'on retrouve également dans Blade Runner. C'est vraiment... Parce que dans ce film, les acteurs, vraiment, ont des gueules. Un visage marqué par la vie, un visage marqué par ce que la vie leur a réservé, quoi. Et la séquence finale, c'est vraiment du grand art. Et moi, elle m'a fait rappeler un petit peu, même si ça n'a rien à voir, mais justement, la séquence finale, elle est tellement surprenante qu'elle m'a fait rappeler la séquence de Blade Runner. Pour en revenir justement à Edward Wizard Olmos, qui joue également dans Blade Runner. C'est pas du tout dans les mêmes thématiques, mais dans le fait de l'intelligence, le coup de théâtre. J'ai trouvé un parallèle entre ces deux fins. Peut-être qu'il n'y a que moi qui me comprends dans ce délire-là, mais dans l'intelligence, dans la finesse... Alors déjà, je te contredirai pas parce que tu as cité Edward James Olmos et ça, c'est mortel parce qu'effectivement, il fait partie de ces gueules, tu vois. Et Blade Runner, c'est pareil, hein, c'est 82, donc on est quasiment à la même époque. Et ce climax, il est intéressant parce que si tu te souviens où il se passe dans les beaux quartiers. Il se passe dans le quartier des affaires. Ouais. D'accord ? Et c'est toute la symbolique qu'on a évoquée pendant 10 minutes, là, à peu près, qui vient synthétiser tout ça. Tu vois, le fait est que les Wolfen investissent ce quartier, investissent ce dernier lieu qui se passera en climax. C'est tellement symbolique, mais c'est surtout la révélation qu'on ne fera pas ici, qui est très importante. C'est-à-dire, comme je le disais, ce n'est pas un peuple barbare, ce n'est pas un film qui vient dénoncer un rendu ou une vengeance. Peut-être qu'on partait sur ça à la base, mais la révélation en fait vraiment un film intéressant. Alors, j'ai pas lu le livre, tu vois, je pourrais pas te dire s'il y a des différences ou pas, mais en tout cas, cette fin, t'as raison de le signaler. Dans la symbolique, pour moi, elle est réussie. Ok. On passe au prochain film de la sélection. Donc là, on arrive 4 ans plus tard, 1985. Il y a toutefois une chose que je voudrais te dire. Oui, Mais peut-être es-tu trop jeune. s'il te plaît. Trop jeune pour comprendre. Grand-mère, dis-moi. Et peut-être qu'un enfant n'est jamais trop jeune. Il est extrêmement fréquent qu'un loup se cache sous un autre masque. Il peut très bien prendre d'autres formes. Comment ça? Eh bien, le méchant loup qui a mangé ta sœur avait des poils comme les loups ordinaires. C'est pour ça qu'elle est montée au ciel directement. Par contre, les loups les plus féroces ont leurs poils à l'intérieur. Et quand ils te mordent, ils t'emmènent en enfer avec eux. Je comprends pas, ils ont les poils à l'intérieur, comme une doublure de fourrure. Tais-toi donc, petite folle. Écoute. La compagnie des loups de Neil Jordan. Donc là, on est sur un film britannique basé sur le roman d'Angela Carter, qui coécrit d'ailleurs le film avec Neil Jordan. 10 ans avant d'Entretien avec un vampire. On retrouve une actrice très connue
des téléspectateurs des années 90 et 80, donc Angela Lansbury. Alors, La Compagnie des loups, qu'est-ce que ça raconte ? Le petit synopsis. Bercée par les légendaires histoires que lui conte sa grand-mère, Rosaline est une adolescente à l'imagination débordante. Une fois endormie, ses rêves l'emmènent toujours au même petit village médiéval, peuplé de mystérieuses et dangereuses créatures, mi-homme, mi-loup. Donc là, on est sur un film très singulier dans la sélection, un conte fantastique, un univers totalement onirique. Ah, c'est exactement le mot que j'aurais utilisé. Ouais. Très adulte, très effrayant, une version revisitée même du Petit Chaperon Rouge. D'ailleurs, le réalisateur se dit très inspiré de l'auteur Jean Cocteau. Et donc, il s'agit seulement du second film du réalisateur Neil Jordan. Alors, il a vraiment son univers à lui, déjà dans son identité, t'as raison. Mais je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le film précédent. C'est-à-dire qu'on n'est pas à proprement parler sur la lycanthropie telle qu'on l'imagine dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire le corps d'un homme avec une expansion des griffes, des pattes, une transformation, tu vois. Là, on est vraiment dans la symbolique, encore une fois, je pense, dans le totem, dans le loup intérieur, c'est-à-dire le mal intérieur, le danger intérieur. Et effectivement, je pense que c'est exactement ça, c'est une revisite du Chaperon Rouge. En mode, les temps ont changé, tu vois, c'est pas forcément... le loup n'est pas forcément celui qu'on pense. C'est carrément une fable, hein. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a plu dans ce cinéma-là, je l'ai découvert tard, je l'ai découvert bien après Entretien avec un vampire, par exemple. Parce qu'on l'a pas dit, mais dans le folklore, moi, vampire, loup-garou, c'est des choses qui sont à peu près nées pour moi à la même époque, qui sont liées à l'aristocratie. Tu parlais du prolétariat juste avant. Pour moi, c'est des yeux de prolétaires qui voient les riches d'un autre angle, tu vois, dans le côté vraiment sanguinolent, la bête, etc. Donc pour ça, il y a des choses qui se rejoignent et je l'ai découvert parce que j'adore Entretien avec un vampire, c'est un de mes films préférés dans le genre. Et je l'ai découvert avec ce sentiment de fable, de livre ouvert. C'est-à-dire que le film démarre, la gamine s'endort, le focus sur le livre et ensuite cette petite fille qui dort et ensuite la caméra prend un axe et nous montre une fenêtre ouverte sur une espèce de jungle, en tout cas une forêt, tu vois, donc le lieu de prédilection des loups. Et la caméra s'avance comme ça et nous fait pénétrer dans cette fable, en fait. Et moi, c'est le côté flou, c'est le côté un peu rêverie qu'il y a tout au long du film, tu vois, cette photographie très rêvée. Ouais, c'est très baroque, en fait. Et puis moi, le côté conte, revisité à la sauce, aujourd'hui, le Petit Chaperon Rouge, il se défend, quoi, tu vois. C'est peut-être même lui, le loup. C'est quasiment un film, en plus, à segments. Parce qu'on va pas suivre une histoire linéaire et c'est ce qui me plaît. Par exemple, je te reprends la scène du banquet. Elle est intéressante, la scène du banquet, parce que là, c'est l'effet de meute. Le loup, il peut être solitaire ou il peut être en meute. Et là, c'est l'effet de meute, mais qui va parler de la société, comment on se comporte en société quand on est en meute ou quand on est tout seul, et ces comportements déviants, parce que justement, la bête qui est en nous sommeille et n'attend qu'une occasion, c'est d'attaquer. Et bah dans ce truc-là, c'est peut-être vu par un enfant, parce qu'on est dans l'imaginaire d'un enfant, mais au contraire, je trouve que c'est vachement adulte. Une réflexion vachement adulte. Parce que ce côté famille, ce côté le loup qui vient attaquer les trois petits cochons, par exemple, c'est cette revisite où ils sont terrés chez eux, et puis voilà, ça tape, ça rôde. La Compagnie des loups, c'est une fable remixée, mais avec un symbole contemporain des années 80. C'est-à-dire que les années 80, comme on l'a dit juste avant, ça n'a pas été une période facile, hein, tu vois, les années SIDA, il y a une récession. Les années Reagan, elles n'ont pas été vues de la même manière des Américains, des Européens. Le point de vue de Neil Jordan, il est intéressant. Et il est surtout, comme tu l'as dit, porté aussi par Angela Lansbury. C'est un film qui n'a pas de prétention. C'est le deuxième film de Neil Jordan. Tu sens que le mec, il est inspiré. Tu sens qu'il veut faire une belle œuvre. Une œuvre qui restera. C'est pas un film qui est très connu. Encore une fois, hein, on est sur des films vraiment de niche. Mais celui-là, je le conseille parce que c'est à la fois le conte pour enfants qui va faire la transmission de l'adolescent et de l'adulte et de la méfiance de l'autre. Parce que tu vois, il y a toujours un loup, on voit toujours un loup en l'autre. Et on se demande juste à quel moment il sera révélé, tu vois. Bah, ce film te donne un peu, en quelque sorte, pas les codes, mais on va dire un chemin pour essayer d'esquiver le loup sur son chemin, quoi, tu vois. Alors, je pense que ce qui est aussi important de rappeler à nos auditeurs, c'est que dans ce type de film, dans ces époques-là, il n'y avait aucun processus, en fait, de CGI. Tout est composé d'effets pratiques, de véritables animaux. D'ailleurs, on retrouve des serpents, des oiseaux, des crapauds, tout un univers comme ça, d'ailleurs assez effrayant dans le sens où la forêt, on ressent toujours un côté très très menaçant.
D'ailleurs, je me souviens d'une scène qui m'avait assez perturbé. C'est à un moment donné, Rosaline qui monte sur un arbre. Elle découvre un nid avec des œufs. L'œuf, par mégarde, tombe et à l'intérieur, un petit bonhomme, donc comme un être humain en fait, sort. Et une fois qu'elle emporte cet être humain à la maison, le petit bonhomme en fait se met à pleurer. Donc c'est assez complexe en fait à comprendre. Il y a un côté un peu aussi chelou. Ce que tu appelles chelou, moi, c'est ce que j'appelle allégorique, en fait. Tu vois, il ne fait que des allégories. Et là, j'ai principalement dit le loup intérieur, donc le mal intérieur, l'homme, parce qu'on est, on est, encore une fois, je le rappelle, hein, dans la tête et dans les rêves d'une gamine. D'accord ? Ouais. On est dans l'imaginaire de cette gamine. C'est pour ça que je te dis que c'est intéressant de par la mise en scène, de comment on nous introduit dans ce conte à travers la discussion avec sa grand-mère. Et c'est justement tout ce que va lui dire sa grand-mère qui va s'emmagasiner dans sa tête, avec ses connaissances et avec ça. Et elle va se créer quelque chose, elle va se créer une vision du loup qui est à la fois enfantine, tu vois, le loup primaire, mais à la fois cette espèce de méfiance, parce que quand sa grand-mère lui parle, c'est évident qu'elle lui parle des hommes. Ouais, là, je te rejoins tout à fait, dans le sens où, effectivement, le sous-texte qu'on a, ces avertissements récurrents de la part de sa mère ou de sa grand-mère, à savoir ne t'écarte pas du chemin, fais attention, c'est effectivement une mise en garde contre le danger des hommes, contre leur côté sauvage et animal. Mais après, on peut peut-être aussi apporter une analogie encore plus profonde, à savoir peut-être que ça correspond également à la peur de la perte de la virginité et donc quelque part la perte de l'innocence. Mais on est d'accord effectivement que c'est très symbolisé par l'élément en fait sauvage incarné par les hommes. C'est ça. Mais là où la mise en garde en fait ne s'arrête pas là, c'est que la grand-mère dit aussi que dans chaque femme, il y a aussi un côté animal et sauvage. Ah non, mais c'est l'équilibre, hein. C'est pour ça que je te parle de la scène du banquet en particulier, parce que là, tu vois que les choses sont remises à niveau. Et quand je te dis que c'est pas le loup n'est pas forcément dans celui qu'on croit, c'est là que je trouve que ça a une justesse de morale, en fait. Ça prend un juste équilibre. Et tu l'as dit en introduction, les loups ont souvent été, ou les loups-garous, dans le folklore, pour prévenir les enfants et surtout leur dire restez dans le droit chemin, ne vous écartez pas, sinon le loup va venir vous manger. Le boogeyman, en fait, tu vois, le monstre sous le lit, en fait. C'est exactement ce que tu as dit. Donc, c'est un film qui mérite un certain recul, en fait. J'avoue que je le conseillerais pas forcément à tous ceux qui aiment les loups-garous. Et quelles seraient tes réserves sur le film ? Mes réserves sur le film, c'est que c'est un petit peu trop romancé, en fait. C'est-à-dire que là, pour le coup, Neil Jordan, il a ce truc de fable. Il veut nous faire une fable, il veut nous raconter, il veut nous faire un conte, il veut nous conter quelque chose. Mais je pense qu'il se perd un peu trop en conjecture, justement dans certaines allégories. Tu vois, on a compris une fois, deux fois. Comme je te dis, c'est un film à segments, c'est pas linéaire. Peut-être un peu de choses un peu trop répétitives. Ok, donc au niveau du budget, on est sur un film plutôt modeste en termes de plan de financement, puisqu'on est sur 2 millions. Alors, je ne sais pas si c'est livres sterling ou dollars. Et le film a quand même rapporté 4,5 millions. 10 ans plus tard, donc Neil Jordan adaptera donc le roman Entretien avec un vampire, donc c'est peut-être son film le plus connu. Et il faut savoir qu'effectivement, dans le livre, le vampire incarné par Tom Cruise, le vampire Lestat, ouais. Voilà, Lestat, son film préféré, c'est La Compagnie des loups. J'ai envie de te dire que Anne Rice était déjà fan. Anne Rice, c'est celle qui a écrit les romans. Elle était déjà fan du travail de Neil Jordan. Mais c'est pas incohérent. Là, on parle de deux adaptations à deux époques différentes. C'est pas pour rien, je pense, qu'il a hérité du projet à la fin d'Entretien avec un vampire. Parce que déjà, ce qu'il y insuffle, je te le dis, hein, le côté conte, et là, je peux pas m'avancer parce que j'ai pas lu le livre. En fait, j'ai lu très peu de livres adaptés de nos films préférés. Ça, c'est peut-être une lacune que je corrigerai plus tard, mais je peux pas te donner tout de suite les différences, mais en tout cas, ce qu'il a retransmis, c'est réussi parce que j'ai vraiment l'impression de lire un conte, de lire un livre, sauf que c'est un réel qui me tourne les pages, quoi, tu vois. Et en ça, c'est réussi. Allô ? Oncle Red, c'est Marty. J'ai vu le loup-garou hier soir. Oh, Marty. J'ai vu le loup-garou. Non, calme-toi, t'as fait un cauchemar. C'était pas un cauchemar, je te dis que je l'ai vu. Il était là. Ça existe pas, les loups-garous, je te l'ai répété 100 fois. Et moi, j'en ai vu un. Je te jure que c'était un loup-garou. S'il te plaît, pitié de ton pauvre oncle, hein. Je te dis que je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Qui a téléphoné ? Un petit vicelard.
Donc on passe à un autre film, toujours sorti en 1985. Il s'agit de Silver Bullet, donc Peur bleue en français, alors que normalement ça devrait s'appeler La balle en argent. Mais vous connaissez les traductions Made in Video Club. Surtout qu'il y a un autre film qui s'appelle comme ça. Je crois qu'il y a un immonde film de requin. Bref, donc Silver Bullet, donc réalisé par Daniel Attias, une adaptation roman donc de Stephen King. Alors le pitch, d'étranges décès viennent d'endeuiller la petite ville de Tracker's Mill, je l'ai dit à la canadienne, que les habitants du lieu considèrent tout d'abord comme accidentel. Devant l'horreur et le carnage des suivants, on pense à un meurtrier maniaque et pervers qui tue à chaque nouvelle pleine lune. Seul un petit garçon handicapé moteur, Marty, croit dur comme fer à l'existence d'un loup-garou. Alors là, voilà, on est dans un film tout de suite très folklore, petite ville américaine, hein, comme c'est bien le faire Stephen King. Hein. On sait que ça, c'est clairement son univers, hein, dont tous les films se déroulent dans le Maine. Donc c'est une production Amblin, hein, donc, de Spielberg. C'est pour ça qu'on retrouve aussi ce côté très Goonies, Stranger Things maintenant, donc cette époque 1985, avec voilà, la fameuse scène de vélo. Donc là, on a affaire à un film en forme de whodunit, parce qu'on ne sait pas qui est le tueur jusqu'à la fin, donc un peu un Cluedo. J'ai redécouvert ce film très récemment en 4K et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé vraiment une très très belle photographie. Je trouve qu'il y a une mise en scène efficace, hein, même si voilà, Daniel Attias, c'est un petit peu un inconnu. Mais voilà, je trouve qu'il y a une très belle photo, notamment la scène du planétarium. Parmi les réserves que j'ai, c'est par exemple le design du loup-garou que je trouve vraiment très cheap, et c'est dommage parce que c'est un peu le personnage principal à la base. Il ressemble plus à un Bigfoot, ou il m'a fait penser un peu même au gorille de Odyssée 2001. Il n'est pas cité dans les meilleures adaptations de Stephen King au cinéma. Non. Bon, bah, c'est pas pour rien, pour moi, okay. Parce que Marc Attias, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Daniel Attias, autant pour moi. Même son blast, tu l'as pas respecté. Ouais, je suis désolé. Alors, désolé pour les fans, mais je suis pas sûr qu'il en ait beaucoup en France parce que c'est son seul film. Il a fait que de la série après. Ouais. Après, je dis pas, hein, il a à son palmarès des séries vraiment très intéressantes, tu vois. Mais en matière de long métrage, c'est pas. Il fait partie pour moi de cette sélection de réalisateurs que Stephen King a été voir après son traumatisme avec Kubrick. Okay. C'est-à-dire limite des yes man en fait, des mecs qui va pouvoir, parce qu'il est au scénario aussi, hein, et on ne fait pas que d'adapter. Stephen King, il s'investit et il est aussi au scénario, en partie. Donc pour moi, c'est là le problème, c'est-à-dire que mis à part Frank Darabont ou Brian De Palma, très peu comprennent l'univers de King, surtout quand King est dans les parages en fait. Le problème, c'est que tu ressens tout l'univers de King. Moi, je suis un très grand fan de Stephen King. Il faut que tu le saches. J'ai vraiment une affection pour ce gars, parce que dans sa manière d'écriture, quand tu regardes bien, c'est toujours les problèmes ruraux. Donc, comme tu l'as dit, si tu es dans une espèce de petite banlieue à la Spielberg ou Joe Dante, parce que c'est vraiment les spécialistes, ils ont grandi dans cette atmosphère. Tu peux le voir actuellement dans The Fablesman au cinéma, réalisé par Spielberg. Et il dénonce toujours un problème dans des petites villes, tu vois, dans des petites communautés, avec du surnaturel. C'est pas le surnaturel qui est toujours au premier plan chez King, tu vois, c'est d'abord les problèmes. Avant de voir la bête, dans ce film, t'entends un à un, du point de vue au fur et à mesure d'une gamine ou du gamin en fauteuil roulant, les problèmes des habitants de cette ville. Il y a un problème dans cette ville, c'est-à-dire que quand tu découvres le tueur, moi personnellement, en le revoyant, je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Le tueur, on sait très bien c'est qui, tu vois. On sait très bien qui est cette bête qui sommeille. Alors, je sais pas si, vis-à-vis de l'humain derrière le loup, s'il y a un message beaucoup plus prononcé. Et là, tu vois de quoi je te parle, vu qu'il y a quand même des enfants au cœur du truc. Mais le film, il a ce petit plus King, tu vois, que je pourrais connecter avec l'univers anti-Stephen King, parce qu'aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est les films connectés. Mais Stephen King a un véritable univers connecté. Il y a des studios qui ont essayé, ils n'ont pas réussi, ils se sont ramassés la gueule. Mais Silver Bullet, c'est la balle en argent. La balle en argent, on sait que dans le folklore, c'est ce qui tue les loups-garous. Ça, c'est génial. Mais c'est aussi le nom de son fauteuil roulant. Et si tu regardes un peu les autres œuvres de Stephen King, il y a un autre gamin qui a une bicyclette qui s'appelle Silver. C'est dans le film Ça. C'est dans l'œuvre Ça.
Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a toujours des enfants au milieu des œuvres de King, il y a toujours des adultes à problème, et c'est toujours les enfants qui en pâtissent, en général. Que ça soit Carrie, que ça soit Cimetière, que ça soit toutes les œuvres de Stephen King. Donc pour ça, c'est un film que j'apprécie. Parce que l'ambiance de la ville, et puis Gary Busey, quoi, tu vois. Gary Busey, c'est soit tu le détestes, soit tu l'adores, ce mec, au cinéma. Il n'y a pas de nuance. Son fils, ok, il joue souvent les méchants, mais lui, c'est le gars sympathique, ou c'est la pire ordure. Ah, il est excellent dans ce film. Et là, il est excellent parce que c'est le mec qui va te ramener le sourire. On suit quand même les aventures d'un gamin handicapé, ce qui est pas forcément facile. Bon, sa famille, c'est pas la pire. D'ailleurs, elle est quasiment anecdotique, sa famille. Le doublage de voix, il est excellent. Hein. Le doublage de voix est pas dans mal. l'apogée, hein, dans les années 80. Moi, je l'ai vu en VF, j'ai vraiment super kiffé, quoi. Je l'ai jamais vu en VO. Donc, je connais que la VF, et la VF est de qualité. Par contre, j'aurais bien aimé voir la version 4K, parce que moi, au niveau de la photographie, je suis pas un grand fan. Pour moi, ça fait très téléfilm, en fait, tu vois. Donc, peut-être qu'il faudra que je le revoie dans une version restaurée. Mais en tout cas, des souvenirs que j'en ai, ça me fait penser à ce petit grain années 80, production pas chère. Tu vois, alors c'est peut-être moi, hein. C'est cheap. Pour moi, ça sonne cheap. Mais comme tu l'as dit, à l'image du Loup, en fait. Parce que tout le reste, c'est une petite ville. C'est des plans, c'est pas très compliqué. Mais, enfin, je parle au niveau des lieux de tournage, au niveau du décorum. Par contre, oui, il y a quelques petites fulgurances par-ci par-là en termes de mise en scène concernant que ça soit le loup ou que ça soit du point de vue quasi semi-subjectif de cet gamin handicapé qu'on voit foncer sur sa bullet silver, que ça soit pour échapper au loup, que ça soit pour vivre. C'est quand même des tranches de vie, Stephen King, je te le dis. Hein, c'est quand même des problèmes de tous les jours. Le voisin qui bat sa femme, machin. Sauf que chez Stephen King, le voisin, ça va être un vampire, tu vois. Par contre, c'est pas réellement le loup-garou, moi, qui m'intéresse dans ce film, tu vois. Avec le recul, tu sens qu'il y a une dénonciation et tu sens qu'il y a un parti pris. Il est intéressant. C'est pas un film de loup-garou à proprement parler pour moi, dans le sens où c'est plus une menace de ville. Tu vois, quand t'as grandi dans une ville qui n'est pas une mégalopolis ou une métropole, tu peux ressentir ce côté, tout le monde se connaît, tout le monde connaît les problèmes des autres, tout le monde entend parler des problèmes des autres, et du coup, quand il y a un mal qui rôde, bah tout le monde devient paranoïaque. Tu vois, c'est un peu comme tu parlais de Scream tout à l'heure, bah c'est pareil, hein, quand les crimes commencent à Woodsboro, tout le monde est suspect. C'est la règle principale. Donc oui, c'est un petit film sympa. C'est pas non plus une révélation quand j'étais gamin, tu vois. C'est pas non plus le film qui me faisait trouiller ou qui me faisait kiffer. Mais aujourd'hui, avec le recul, c'est sympa. J'avais pas eu vraiment de très très bons souvenirs à l'époque parce que exactement, j'étais resté comme toi sur une image un peu terne, granuleuse, voilà, un peu cheap. Mais vraiment, en le redécouvrant là en 4K, j'ai vraiment une espèce de réhabilitation du film. Très très bon divertissement dans le sens où, comme tu dis, le loup-garou, c'est juste pas un faire-valoir, mais en tout cas un motif qui va expliquer quelles sont les problématiques périphériques, des préoccupations qu'on peut un peu sous-estimer des différents habitants, qu'on voit pas vraiment dans la vie. Donc là, ça leur permet quand même d'exister et ça donne un petit peu un sens aussi à leur vie. Ce que j'apprécie, c'est que c'est un film qui n'a pas de très très grandes prétentions, mais au final, qui a des sujets moi qui me touchent, qui touchent un peu le côté peut-être enfantin, adolescent qui reste en moi, mais moi, je suis touché, par exemple, par la complicité, le rapport qu'il y a entre la sœur et le jeune Marty. La manière dont, en fait, sa grande sœur, elle essaie de s'affranchir de ses bêtises. Des fois, ils sont souvent, en fait, en conflit. Il y a les parents qui prennent systématiquement la défense du Marty, mais parce qu'il est en situation de handicap. Et donc ça frustre un peu sa grande sœur. Et puis lui, il essaie de se rattraper. C'est pour ça que je dis en fait que ce ne sont pas des enjeux humains qui sont colossaux, mais qui sont vraiment à hauteur d'homme. Et là, en l'occurrence, à hauteur de petits habitants de ville, de petites villes des États-Unis. Donc vraiment très, très folklorique. Et moi, ça me plaît, cette relation avec l'oncle qui est toujours gentil. Je vais utiliser un terme que tout le monde dit aujourd'hui. Bon, ça me vénère de le dire, mais je vais le dire. L'oncle bienveillant. Mais est-ce que cette expression n'est pas à la mode parce qu'il y a eu trop d'oncles malveillants? Non, mais je sais pas. Mais en tout cas, ce terme, il revient. Alors, un oncle altruiste et gentil et disponible. Il accorde de l'attention à ce jeune. Et moi, il y a aussi une scène qui m'a beaucoup touché. C'est qu'à un moment donné, il voit les jeunes en train de jouer au baseball. Et tu as des plans comme ça, focus sur les jambes.
sur les coureurs, et lui, il les regarde avec envie. Et c'est quelque chose sur lequel on peut avoir de l'empathie, parce qu'on a tous été à un moment donné blessés. Et en fait, on regarde en fait les gens qui peuvent courir, qui peuvent faire un footing, qui peuvent juste marcher un peu plus avec envie. Alors qu'à la base, on pense que c'est quelque chose qui nous est dû. Ça nous prend la tête, mais qu'on sait qu'au final, on va pouvoir recourir, on va pouvoir remarcher. Et que lui, en fait, non, il est bloqué dans cet état-là. Et de se dire que ce qui va délivrer la situation, c'est en symbolique le Silver Bullet, donc à savoir son fauteuil roulant, c'est presque une moto en fait. Hein. Ah non, mais elle devient une bécane grâce à son oncle. Il a un T-Max des années 80 par le biais en fait de son oncle, qui est apparemment aussi un très bon mécano. Tout ça en fait, ça m'a plu. J'aime beaucoup aussi ce standard qui fait en sorte que comme c'est des adolescents, on ne les croit pas. On ne les prend pas au sérieux, ça c'est quelque chose qui revient très souvent. D'ailleurs, l'oncle aussi au départ, et tout doucement, il va commencer à les croire. Ça, j'aime beaucoup en fait ce procédé de narration, qu'on retrouve d'ailleurs dans Vampire, vous avez dit Vampire, exactement la même chose. De la même année en plus. Chez King, c'est simple, c'est où les parents sont absents, où les parents sont présents, mais quand en général ils sont présents, ça donne Carrie. Et là, en l'occurrence, les parents sont présents, mais c'est pas non plus les parents de Carrie. Comme tu l'as dit, de par le fait qu'ils chouchoutent leur fils, qu'ils le réconfortent, etc., c'est pas dans ce dont il a besoin. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est que le film est narratif de par la voix off de sa sœur. En plus. Le protagoniste. Très important, ça. Très important parce que effectivement, il y aurait une conclusion, il y aurait une révélation qui est pour moi meilleure que le climax en soi. Pour moi, le climax, il est très rushé et il vient pas se poser en valeur ajoutée au film. Au contraire, je trouve que cette fin dessert le film pour moi. Et c'est dommage parce que l'acheminement des gamins, comme tu l'as dit, ils sont pas délaissés, mais ils sont là et l'oncle est là pour eux en fait. Ils sont plus compris par l'oncle, qui a quelque part un côté enfantin parce que quand on nous explique que sa sœur, donc la mère des deux gamins, a toujours eu un côté protecteur avec lui et une complicité, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Et ce qui va un peu se transmettre avec le fils et sa grande sœur. Et c'est là où je te rejoins. Les parents qui sont distants. Je suis même pas sûr que le père ait une phrase dans le film. Mais tu sais, King, il est jamais aussi bon que quand il ne cible pas son monstre. C'est-à-dire que quand il s'occupe de vampires, ça donne les vampires de Salem. C'est sympa, mais c'est pas le meilleur de King. Et là, en l'occurrence, pour le loup-garou, j'ai préféré le loup-garou dans le film ou dans le roman Ça. Parce qu'à un moment donné, il y a un loup-garou qui apparaît. Mais je te le dis, toutes ces œuvres sont connectées. Par contre, voilà, moi, ce qui manque un peu, c'est le côté réel de menace. Il n'y a pas réellement de menace. Par contre, on n'est pas dans Wolfen, hein, c'est sûr. Non, mais les dialogues, par contre, sont très bons. Dans le bar, par exemple, c'est très drôle dans le bar. Entre autres, ou même dans l'église, quand il y a une transformation et puis t'as un loup-garou qui joue du piano. Meilleure scène du film pour moi, c'est justement dans le prêche. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce film. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais 7 millions de budget et il en a rapporté 12 millions et demi au box-office. On passe au dernier film de la sélection. C'est pas des loups. C'est plutôt des caniches. Ça va? Ah oui, à merveille, fils. Cooper. Prends le commandement. Là, on est catapulté en 2002 et on passe à Dog Soldiers de Neil Marshall. Donc, c'est son premier film, qui sera par la suite le réalisateur du film The Descent. C'est ça. 6 soldats anglais effectuent un exercice militaire de routine dans une nature sauvage, vaste et hostile d'Écosse. Ils ne tardent pas à découvrir les corps ensanglantés d'un autre bataillon. Isolés dans une forêt par une nuit de pleine lune, ils réalisent que leurs attaquants sont des loups-garous. Donc là, on est sur un scénario original du fait que Neil Jordan, son père et son grand-père étaient également dans l'armée. Donc on peut comprendre qu'il y a forcément une inspiration, une accointance. Moi, ça m'a un peu fait rappeler le film Sans retour de Walter Hill. Donc justement, avec ces soldats qui sont périclités comme ça dans une jungle hostile, dans un territoire qu'ils ne connaissent pas, qui à la base sont là juste pour un entraînement avec des balles à blanc, vraiment comme dans le film de Walter Hill. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Dog Soldiers? Juste avant, le budget 2,3 millions de livres, il en a rapporté 3,5. Donc là aussi, on peut dire
pas si on peut dire à des niches à chaque fois, mais un film de grotte pour peut-être les loups. Ouais, pour The Descent, en plus, c'est pas mal, un film de grotte. Tout à fait. On reste dans la thématique. Non, je pense que t'as raison. L'inspiration du film de Hill, elle est évidente, surtout que, là, il tombe pas sur des autochtones hostiles, mais sur des bêtes, hein, carrément, sur des grosses bébêtes. Et puis, le film est beaucoup plus symbolique que ça, parce que, déjà, c'est le premier film de la liste dont je suis contemporain. C'est-à-dire que je l'ai vu au cinéma. Moi aussi, je l'ai vu au cinéma. À l'époque de la carte UGC, je l'avais illimité. Je l'avais vu à Châtelet. Je pense qu'on toi et Mais je moi, l'avais vu en VO. On a été les premiers investigateurs de cette carte UGC. Moi, je l'avais vu en 2000. Là, on est en 2002, donc on est en plein dedans. Je sais plus si je l'ai vu en VO, je pense pas. J'étais au cinéma de Rosny-sous-Bois et c'est un cinéma qui a très peu de VO, tu vois. Mais bon. Surtout à l'époque, c'était moins répandu. C'était pas comme aujourd'hui. Mais non, écoute, moi, ce film, je l'ai pris comme un kiff parce que c'est violent. Parce que c'est comme tu l'as dit, c'est un survival. Et quand t'as mon âge, à l'époque, je devais avoir 13-14 ans, tu vois, c'est le genre de film où tu y vas, comme tu l'as dit plus tôt, en équipe. Vous vous marrez. Et puis surtout, là, c'est des loups-garous. Moi, à la même époque, je peux te parler aussi de Underworld ou des films comme ça, où le côté lycanthrope est de plus en plus violent. Tu vois, il y a des films qui ne datent pas d'hier, mais qui sont violents. Mais là, en fait, la violence, elle est terre à terre. Dans le sens où on est en 2002, donc on est au début des années 2000. La militarisation, elle est partout. C'est de nouveau la guerre en Irak. Parce que je peux faire le parallèle avec Danny Boyle. Tu vois, à la même époque, il te sort 28 jours plus tard. T'es aussi face à des militaires qui se transforment, en fait. De resituer ça dans une espèce d'escouade qui s'entraîne en secret, qui font un training dans la forêt au milieu des Landes. On est encore une fois dans les Landes écossaises. Sauf qu'à la différence, c'est que le film ne va pas se poursuivre dans une ville, mais va rester dans ce secteur. Campagne oubliée. Cette population oubliée, délaissée. D'ailleurs, tu ne verras quasiment aucun riverain pendant tout le film. Tu vois des campeurs en introduction, mais c'est les seuls qu'on voit. Après, tout le reste, c'est des militaires. Et c'est des loups militaires qui viennent attaquer. Bon, ça, on ne le sait pas forcément tout de suite, on ne le comprend pas tout de suite. Et en l'occurrence, la direction d'acteurs, elle est plutôt sobre. Ils en font pas des tonnes. Tu vois, c'est pas Platoon ou Apocalypse Now, même si ce sont des chefs-d'œuvre. Hein. Je suis pas en train de te dire que ces acteurs-là sont en roue libre. Au contraire, ils sont bien dirigés. Sauf que Neil Marshall, c'est pas Francis Ford Coppola. Donc, on aurait pu s'attendre à du surjeu, à de l'hystérisation, etc. Ça va, le casting est sobre. C'est des têtes pas forcément hyper connues, mais qui aujourd'hui sont reconnaissables grâce à des productions genre Game of Thrones ou des trucs comme ça. Donc le casting est sympa, la direction d'acteur, elle est sobre et ça me plaît. Alors justement, le premier rôle devait être incarné par Jason Statham. Mais il a préféré prioriser Ghost of Mars. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Écoute, entre la possibilité de tourner avec Carpenter, même si c'est pas la plus grande production de Carpenter, et de tourner... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, le design est bon. Le budget a été utilisé intelligemment, parce que le décor, c'est tout le temps des forêts, jusqu'à se finir en huis clos survival dans une maison de campagne. Chaque séquence va innover, je trouve, tu vois. Chaque passage du film, ils vont avancer, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque scène évolue en même temps que les personnages et de leur rapport avec la survie. C'est-à-dire que c'est un film de survie, tu l'as dit, c'est un survival, mais c'est un film de survie intelligent et qui essaie de comprendre sa situation. C'est-à-dire que plein de films, et là on en a parlé ce soir, vont essayer de nous révéler les loups. C'est-à-dire d'essayer de faire en sorte de l'expérience, de la rencontre des loups et de la projeter et de la révéler au monde entier. Et là, ce sera encore une fois exactement pareil, grâce à un personnage qui, tout au long du film, prend des clichés de ces loups-garous, car la lumière du flash les repousse, en fait. Ça, c'est intelligent pour deux choses, déjà pour la survie, mais aussi pour la postérité. C'est qu'on était dans cette époque où tout ce qui était militarisation à la télévision était exposé. On filmait tout, tous les conflits, on filmait tout. Donc, cette morale un peu à la fin de révélation et de dire que les gens qui sont exilés à la campagne, qui ne font plus partie de cette société, etc., je pense qu'il y avait un vrai besoin de Neil Marshall de nous parler de ce milieu-là, en fait, tout simplement. On voit pas les fermiers, on voit pas les propriétaires de la ferme, mais s'ils sont absents du film, c'est qu'il a peut-être estimé qu'ils étaient absents de la société et que le loup, encore une fois, vient d'ailleurs. Alors, une des particularités aussi de Dog Soldiers, c'est les nombreuses attaques en meute. On est face aussi à un film particulièrement sanglant. On voit les tripes,
C'est très explicite, le sang, voilà, il y a vraiment une portée très gore, mais elle est, j'ai envie de dire, peut-être un peu dédramatisée par quelques petits moments où on a des ressorts comiques, d'ailleurs très british. Je pense que c'est vraiment pour faire un peu respirer le récit et justement nous rappeler que tout ça reste une fiction. Mais en tout cas, les loups-garous sont particulièrement disciplinés, voilà, à l'image d'une faction, hein, d'une escouade bien organisée. Et c'est vrai que les soldats, dans le cadre de ce survival, ils sont encerclés et la maison joue un petit peu le rôle d'une citadelle, en fait, symboliquement. Et je voulais aussi ajouter que la superglue a été à la base conçue pour réparer les soldats blessés et pas pour coller des mecs à l'envers, comme nous, on a pu le voir dans les années 90 dans les publicités. Mais parce que tu l'as dit, dans ce film, on y voit des tripailles. Alors parfois, c'est un peu exagéré. Tu te demandes si le gars, dans la vraie vie, il tombe pas dans les pommes. En vrai, quand il voit ses tripes. Donc ça, c'est un petit... Comme tu dis, c'est le prolongement de l'humour anglais. Et dans le délire de l'humour anglais, et comme la première action que j'ai fait chez toi, c'était pour parler de boxe, on est obligé de parler de ce combat à main nue entre un humain et un loup-garou. Mais parce que les Anglais, issus des classes populaires, on imagine que c'est le cas pour ce personnage, en général, ce sont des bonhommes. Ils rentrent dedans, ils ont peur de personne, tu vois, à l'image d'un gars de Liverpool, voilà, l'image qu'on a, des gars qui se tapent dans les bars et tout. Mais c'est ce personnage-là qui, tout au long du film, nous demande le score du match, parce qu'il est fan justement de football, qui va en venir aux mains dans un combat de boxe avec un loup-garou. Là, je l'explique, les gens n'ont peut-être pas vu le film, ou s'ils le verront, c'est pas si ridicule que ça, en fait. Ah, pas du tout même. À la fin du film, carton de générique, l'humour british, il est vraiment spécial, mais là, franchement, je l'ai vraiment savouré. C'est ce fameux titre de journal, où en fait, on voit un tout petit encart, où on voit des soldats se font tuer par des loups-garous. Et le gros titre, c'est Allemagne 1, Angleterre 5. Ça pourrait être vrai, on pourrait te ramener des clichés d'une bagarre de loups-garous. Le premier titre, ça sera quand même Mbappé a signé au Real. Et c'est totalement révélateur d'une société. Avant les recommandations, je vais juste te solliciter pour que tu puisses me donner ton top, du meilleur film au moins bon. Alors, dans le top chronologique de mes préférences, et ne serait-ce que pour cette transformation mythique, Le Loup-garou de Londres. Parce que c'est un vrai film de loup-garou. Tu vois, dans le sens morsure, évolution, transformation. Ensuite, je mettrai Wolfen. Parce que le message final, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a un propos derrière. Wolfen en numéro 2. Numéro 3, je te mettrai La Compagnie des loups. Je mettrai Hurlement. En fait, non, tu sais quoi, je mettrai Dog Soldier parce que celui-là, je suis obligé de le mettre avant parce que je te le dis, j'ai été contemporain en fait. C'est pas un plus mauvais film, c'est-à-dire que Hurlement a des choses qui sont meilleures que Dog Soldier. Mais je vais quand même mettre Dog Soldier et je finirai par Hurlement. Silver Bullet, je le mets totalement à la fin. Voilà. Alors, moi, ma sélection, c'est la suivante. Le premier, ce serait Silver Bullet parce que voilà, j'ai conservé mon âme d'enfant. Et qu'au final, moi, j'y vois un sous-texte un peu plus profond et plus adulte qu'il n'y paraît. Alors, le deuxième, c'est Wolfen, parce que là aussi, en plus de mon âme d'enfant, j'ai aussi celui d'adulte et la conscientisation qui est développée dans ce film, et puis même la mise en scène, la photo, la musique. Enfin, voilà, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre caché. Troisième film, je dirais Hurlement. Comme tu l'as dit, là, c'est vraiment un prototype de film de loup-garou avec justement morsure, contamination, vraiment qui reprend tous les standards. Et il est aussi particulièrement quand même effrayant. C'est d'ailleurs le tout premier que j'ai découvert. Je crois que je devais avoir 7-8 ans, donc j'avais des bribes comme ça dans la forêt et tout, avec les hurlements et tout. Le quatrième, je dirais Dog Soldiers, parce que Attaque en meute, j'aime beaucoup ce film. C'était aussi une belle surprise. Cinquième, Le Loup-garou de Londres, parce que je comprends que ça peut un peu surprendre, mais de le mettre aussi bas dans le classement. Mais c'est simplement parce que, hormis les 15 premières minutes que je trouve géniales, et bien sûr les transformations, pour le reste, j'ai pas accroché en fait au fil de l'intrigue. Et le dernier, La Compagnie des loups, c'est un peu relou parce que en réalité, ce film, il n'a pas d'équivalent.
Et soit tu le places, je parle pour moi, hein, soit tu le places en dernier, soit tu le places en premier en fait. Et donc là, maintenant, ce soir, je le place en dernier, mais il se peut que dans 2 semaines, je refasse le classement et qu'il passe premier parce qu'il est tellement différent des autres. Et il a tellement une portée singulière, comme tu disais, étrange, onirique, fantastique, mais en même temps effrayante. Plusieurs grilles de lecture. Voilà, c'est un film très spécial, vraiment à la limite de l'expérimental. Pour le moment, je le place en dernier dans ma liste. Très bien. Alors, on passe donc aux recommandations. Il y a pas mal d'autres films de loup-garou qui sont sortis pour moi qui sont vraiment un peu... qui sont pas vraiment au niveau du standard du film de loup-garou comme moi je l'entends, sachant que pour moi, le meilleur film de loup-garou, en réalité, il n'a pas encore été produit et réalisé. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. Alors, sans CGI, hein, ça c'est sûr et certain, c'est même pas la peine sinon. Bah écoute, pour la symbolique, parce qu'il était dans cette liste, je vais aussi conseiller Ginger Snap, parce qu'effectivement, c'est peut-être un teenager movie, mais pas dans le sens que tout le monde l'entend, c'est-à-dire que c'est quand même plus mature, plus sérieux. C'est-à-dire que moi, je t'ai parlé en introduction de ma découverte de ce monde avec Teen Wolf, où là, c'est vraiment l'incarnation de la jeunesse américaine et des problèmes d'adolescents. Mais là, Ginger Snap, c'est quand même pas mal pris au sérieux. C'est le point de vue d'une jeune femme. C'est trop rare. Et pour finir, il y en a plein que j'aurais pu mettre, mais celui qui est un coup de cœur depuis que je suis ado... Bad Moon. Tu veux vraiment qu'on parle de Bad Moon? Non, je parlerai pas de Bad Moon, mais bon, là, je le fais. Mais petite recommandation pour ceux qui n'ont pas vu Bad Moon, allez-y. Moi, j'allais parler de Wolf. Non, j'allais vraiment parler de Wolf avec Michelle Pfeiffer et... Parce que Jack Nicholson, en fait. Moi, je pourrais te parler de Jack Nicholson en bien, en mal, en tout ce que tu veux, mais ça sera toujours en bien au final. Donc Jack Nicholson, qui est un des grands et un des derniers pontes d'Hollywood pour moi, nous offre vraiment une interprétation, comme d'habitude, dans la folie. Mais c'est surtout, encore une fois, c'est un parti pris d'un homme qui se fait mordre à la 50aine. Et c'est rare. Et voilà où c'est intéressant, parce qu'en plus de ça se passe dans le monde de la littérature, et c'est pas non plus les meilleurs effets spéciaux, mais tu sens que le truc est fait et pris au sérieux. Donc Wolf, même si c'est un film assez connu, on aurait pu en citer plein d'autres, mais là on n'a pas le temps. Mais en tout cas, voilà, le monde du loup-garou et le folklore du loup-garou, pour moi, les meilleures œuvres ont été écrites à l'époque victorienne, donc l'Angleterre du 19e siècle. L'Angleterre de Jack l'Éventreur, mais ça, c'est une autre histoire, c'est peut-être un autre podcast. Il ne me reste plus qu'à remercier très chaleureusement mon invité du jour, plutôt du soir. Merci beaucoup, Redouane. Merci à toi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser des messages sur les réseaux sociaux, des commentaires sur les plateformes de streaming. Tout ça nous aide énormément pour le référencement. Et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres épisodes. Il y a du très très lourd qui arrive, vous inquiétez pas. Et je vous remercie également pour votre fidélité, même si malheureusement, on n'est pas autant régulier qu'on le voudrait. Mais on se tient à une feuille de route et voilà, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Donc, on essaiera de plus en plus de vous proposer des épisodes peut-être bimensuels ou par la suite mensuels. Enfin, on verra, on fera vraiment au mieux. Mais merci du soutien, merci pour votre fidélité. À très vite. À bientôt. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.